Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va me donner l'occasion de vous donner quelques informations sur un personnage très connu. Je veux parler de Nikola Tesla. Nikola Tesla naît le 10 juillet 1856 à Smiljan, dans l'empire austro-hongrois, c'est-à-dire l'actuelle Croatie, durant une nuit d'orage électrique, un présage que certains considérèrent d'ailleurs comme très symbolique. À ce propos, petite courte parenthèse, c'est un petit peu, toute comparaison mise à part, comme Maître Philippe de Lyon qui lui aussi est né dans une nuit orageuse, très très particulière d'ailleurs. Donc peut-être que l'orage est lié à des grands hommes, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse à cette question, c'est un simple petit constat. Revenons à Tesla. Fils d'un prêtre orthodoxe serbe et d'une mère inventive, il manifesta très jeune des capacités intellectuelles exceptionnelles et une mémoire photographique stupéfiante. Après des études d'ingénierie à Graz et Prague, Tesla travailla pour la Continental Edison Company à Paris avant d'émigrer aux États-Unis en 1884 avec très peu d'argent en poche, quelques poèmes de sa composition et des calculs pour une machine volante. Il arriva à New York avec une lettre de recommandation pour Thomas Edison, qui le décrit comme un génie égal à son porteur. Tesla travailla brièvement pour Edison, mais leurs visions divergèrent rapidement. Edison investit dans le courant continu et refusa d'explorer les idées révolutionnaires de Tesla qui, lui, voulait le courant alternatif et surtout gratuit. Selon Tesla, Edison aurait lui-même promis à Tesla 50 000 $ pour améliorer ses générateurs afin de se rétracter plus tard en prétendant qu'il s'agissait d'une plaisanterie américaine. Cette rupture marque le début de la célèbre guerre des courants. Avec le soutien financier de George Westinghouse, Tesla développa et perfectionna son système de courant alternatif polyphasé. En 1893, il illumine spectaculairement l'exposition universelle de Chicago, démontrant la supériorité de son système. Cette victoire technique aboutit à la construction de la centrale hydroélectrique des Chutes du Niagara en 1895, établissant alors définitivement le courant alternatif comme le standard mondial. Un système que nous utilisons encore aujourd'hui. Durant cette période extraordinairement productive, Tesla réalisa des découvertes qui défièrent notre compréhension. Les expériences, par exemple, de Colorado Springs en 1899. Financé par le magnat John Jacob Astor, Tesla établit un laboratoire à Colorado Springs où il mena des expériences révolutionnaires sur la transmission d'énergie sans fil. Il y créa des éclairs artificiels de plus de 40 mètres de haut et réussit à illuminer en même temps 200 lampes à plus de 40 km de distance par rapport à la source. Sans aucun fil, il prétend avoir capté des signaux qu'il attribue à des communications éthériques. C'est là qu'il développe une théorie sur la résonance terrestre et découvre ce qui sera plus tard appelé la fameuse résonance Schumann, des ondes électromagnétiques naturelles dans la cavité formée entre la surface terrestre et l'ionosphère. Tesla comprend que la Terre elle-même peut servir de conducteur naturel et que l'énergie peut être transmise à travers elle. En 1901, Tesla obtint le financement de la JP Morgan, le puissant banquier, pour construire ce qui devait être son chef-d'œuvre, la tour Wardenclyffe à Long Island, New York. Officiellement présentée comme une installation de télécommunications transatlantique, dont le but était de concurrencer Marconi. La tour avait en réalité une ambition bien plus grande. Ses véritables objectifs étaient les suivants. Transmission mondiale d'énergie sans fil. Tesla envisageait sérieusement de transmettre de l'électricité à travers l'atmosphère et le sol terrestre, rendant l'énergie accessible partout dans le monde, gratuitement, et à un coût de production vraiment très faible. Il voulait aussi des communications globales instantanées, téléphonie, radiodiffusion, transmission de données à l'échelle planétaire, une sorte d'internet avant l'heure. Il y avait aussi la navigation aérienne et maritime. Son système de guidage avait été conçu notamment pour les navires et les futurs aéronefs
qui aurait été beaucoup plus vite. Et puis il y a aussi l'exploitation de l'énergie atmosphérique, captation de l'électricité présente naturellement dans l'atmosphère au moment justement des orages dans l'ionosphère. Cette idée, enfin on le verra peut-être un petit peu plus tard, a d'ailleurs été reprise pour le fameux projet HARP. Alors, sa tour mesurait 57 mètres de haut, était surmontée d'une coupole de 20 mètres de diamètre. Mais l'élément crucial était souterrain. Un système complexe de tunnels et de puits descendant jusqu'à 36 mètres de profondeur, conçu pour ancrer le système dans la Terre elle-même, qu'il comptait utiliser comme conducteur géant. Tesla avait compris que la Terre possédait une charge électrique naturelle. L'ionosphère était une forme de conducteur en haute altitude. Entre les deux existe un potentiel énergétique exploitable. Il suffit de faire frotter l'un avec l'autre, schématiquement si on peut dire. C'est un petit peu comme, vous savez, la dynamo d'un vélo. Vous savez, cette petite bouteille, là, ça ressemble à une petite bouteille que l'on met sur la roue avant. Eh bien, en fait, ça entraîne le mouvement d'aimant autour d'un cercle de cuivre. Et c'est ça qui produit justement le courant. Là, c'est la même chose que préconisait Tesla, schématiquement, entre la Terre, donc la rotation naturelle terrestre, et la friction que cela entraîne sur l'ionosphère. Par résonance, il disait, on peut transmettre de l'énergie à n'importe quel point du globe. Et l'énergie peut être, entre guillemets, prélevée de l'atmosphère elle-même pour être redistribuée ailleurs. Donc ce n'est pas véritablement un prélèvement énergétique, c'est plutôt ce qu'on appelle en électricité une dérivation, tout simplement. Ces concepts, considérés alors comme fantaisistes à l'époque, trouvent aujourd'hui des échos dans la physique quantique du vide et les théories de l'énergie du point zéro. Lorsque la J.P. Morgan découvrit la véritable intention de Tesla, c'est-à-dire de fournir de l'énergie gratuitement au monde entier, il retira immédiatement son soutien financier. La question cruciale qui aurait posée à Tesla, selon plusieurs témoignages, aurait été simplement « C'est bien beau tout ça, mais où va-t-on poser le compteur ?» Alors, il y a plusieurs raisons à l'opposition de la J.P. Morgan. Le monopole du cuivre, Morgan et d'autres industriels avaient massivement, c'est vrai, investi dans les mines de cuivre et les infrastructures de câblage. L'énergie sans fil aurait rendu ces investissements obsolètes, non seulement pour la banque, mais aussi pour les actionnaires. Il y a aussi le contrôle énergétique. L'énergie libre signifiait la fin du contrôle économique par des ressources énergétiques, la fin du charbon, du pétrole, et puis le nucléaire aurait-il pu se développer, alors qu'ils avaient déjà anticipé certaines choses. Il y a aussi des implications géopolitiques. Une énergie accessible à tous bouleverserait l'équilibre des pouvoirs mondiaux, parce qu'ils sont fondés sur le contrôle des ressources. Le modèle économique existant, toute économie industrielle, repose sur la vente d'énergie mesurée. Le système de Tesla menaçait ce paradigme. La J.P. Morgan ne s'est pas contentée de retirer son financement. Elle a activement œuvré à empêcher Tesla de surtout trouver d'autres investisseurs en faisant jouer ses réseaux. Et à côté de la J.P. Morgan, il y a d'autres noms. Roth quelque chose, et puis Rock, non pas Enroll, mais autre chose, utilisant son influence considérable sur Wall Street pour lui couper, ni plus ni moins, les vivres. Et puis une véritable campagne fut orchestrée contre Tesla. Il y a d'abord eu la glorification de Marconi. Bien que Tesla ait breveté la radio en 1897, soit 3 ans avant Marconi, ce dernier reçut allègrement le prix Nobel en 1909, en laissant carrément de côté Tesla. La Cour suprême américaine rétablit finalement les droits de Tesla, mais en 1943, c'est vrai. 6 mois après sa mort, quand cela n'avait plus d'importance du tout. Il y a aussi une sorte de ridicule médiatique. Les journaux contrôlés par les magnats industriels commencèrent à présenter Tesla comme un excentrique, un rêveur déconnecté de la réalité, un gars un petit peu perché.
Et puis toutes ces prédictions de téléphones portables, une sorte de réseau qui ne s'appelait pas Internet, mais de réseau interconnecté, et puis des drones, enfin ça s'appelait pas des drones, mais des aéronefs ou des aérostats qui auraient pu s'appuyer sur cette charge énergétique. Enfin tout ça, il passait véritablement pour un rigolo. Sauf qu'aujourd'hui, vous voyez, non seulement il n'était pas rigolo du tout, c'était plutôt un visionnaire, mais un visionnaire qui gênait, qui dérangeait. Et puis l'establishment scientifique, souvent financé par les mêmes intérêts industriels, prit la partie d'ignorer et puis de critiquer tous les travaux de Tesla. Et puis la fin fut de l'exclure carrément des cercles académiques, d'invalider ses diplômes, de ne pas reconnaître le travail qu'il avait fait. Et puis il y a eu le fameux incendie de 1895. Le premier laboratoire de Tesla, sur la 5e avenue de New York, brûla dans des circonstances suspectes le 13 mars 1895. Tout fut détruit, ses notes, ses prototypes, ses équipements. Tesla déclara « Je suis beaucoup trop affligé pour en parler. Ce qui est parti est parti. » Bien que déclaré accidentel, l'incendie survint juste après que Tesla ait refusé les avances de plusieurs industriels qui souhaitaient contrôler ses brevets. C'est-à-dire qui avaient fait eux-mêmes un pied de nez aux banques telles qu'elles s'étaient posées et qui voulaient contrôler en fait Tesla. Mais il avait refusé, il sentait bien qu'il y avait quelque chose. Et puis il y a eu aussi le démantèlement de la tour Wardenclyffe. Incapable de terminer son projet faute de financement et criblé de dettes, on peut l'imaginer, Tesla dut abandonner sa tour. En 1917, pendant la Première Guerre mondiale, la tour fut détruite sur ordre du gouvernement américain, officiellement par crainte qu'elle ne serve d'outil d'espionnage allemand. La tour fut dynamitée, ni plus ni moins, et vendue au poids à la ferraille pour 1750 $. Une somme tout à fait dérisoire pour un projet qui avait coûté, rappelons-le, s'il avait été financé, 150 000 $. Alors, il y a une vérité plus probable aussi. Si son laboratoire a été détruit, c'était pour éliminer toutes les preuves. Et puis, ses concepts de l'énergie libre étaient bien validés. Et donc, il fallait effectivement le bâillonner, le faire taire. Il a subi la même vindicte, si vous voulez, que le découvreur, l'inventeur du moteur à eau, qui, je vous le rappelle, est français, et qui a été grassement payé pour être silencié, c'est-à-dire qu'il a pris l'engagement moral, moyennant évidemment un salaire qu'on peut imaginer assez confortable, pour que ni lui ni ses ayants droit, donc ses enfants, ses descendants, ne parlent. Bon, aujourd'hui, c'est plus tellement vrai, parce qu'il y a des choses qui ont fuité, mais bref. Et donc, il fallait aussi empêcher d'autres scientifiques de reproduire ces mêmes expériences. Donc également de circonscrire Tesla dans son cercle professionnel pour éviter qu'il parle, éviter que ça donne des idées en fait. Donc le but c'était de le silencier, de le gommer de la réalité. Malgré ses tentatives de brevet et ses contributions inestimables pour l'humanité, Tesla termina sa vie seul et pauvre, vivant dans une chambre d'hôtel à New York, nourri par les pigeons qu'il aimait. Il continua à travailler mentalement sur ses inventions, mais sans aucun laboratoire ni aucun financement. Jusqu'à la fin, des agents du gouvernement et des espions industriels surveillaient ses allées et venues, surveillaient sa chambre d'hôtel, espérant récupérer des notes sur ses découvertes les plus sensibles. Sa chambre était régulièrement fouillée quand il s'en absentait. Et puis, le rayon de la mort, le faisceau de particules, l'énergie libre et ses théories de l'antigravité n'ont, semble-t-il, pas disparu pour tout le monde. Il y a eu aussi l'intervention de la famille Trump. Alors, pas Donald, bien avant son père. Tesla rendit l'âme seul dans sa chambre de New York à l'âge de 86 ans. Mais c'est là que ça devient intéressant. Dans les heures qui suivirent, avant même que la famille de Tesla ne soit informée, une équipe du FBI dirigée par le gouvernement fédéral saisit tous les effets personnels et aussi un carnet de notes qui avait été trouvé. C'est ici qu'intervint un personnage crucial, John George Trump, l'oncle de Daniel Trump, et surtout physicien au MIT,
Massachusetts Institute of Technology. Le gouvernement américain chargea John Trump, en tant qu'expert en électricité, d'examiner les papiers de Tesla pour évaluer leur valeur militaire. John Trump produisit un rapport concluant que les papiers de Tesla ne contenaient rien de valeur militaire pratique. Cette conclusion semble étonnamment rapide et définitive pour un scientifique de la stature de Tesla. De nombreux chercheurs soulevèrent des questions. Comment évaluer en quelques jours, voire quelques heures, le travail d'une vie et puis un cahier de recherche? Puis il y a des contradictions. Si les papiers n'avaient aucune valeur, pourquoi les garder classifiés pendant toutes ces décennies? Parce que oui, j'ai oublié de vous le dire, c'est resté classifié. Pourquoi? Si c'était juste des élucubrations. Et puis, de nombreux documents de Tesla, c'est vrai, ont disparu. Sa famille confirma qu'il manquait d'autres carnets, particulièrement ceux concernant l'énergie sans fil, sur lesquels il travaillait à la fin de sa vie. Et malgré leur absence de valeur, ces documents sont toujours, on ne sait où, mais dans les archives du FBI. Il faut savoir qu'en 2016, il y a eu un debunking, une déclassification, mais qui porte uniquement sur 250 pages. Donc quelqu'un qui a la possibilité de faire un carnet qui contient déjà 250 pages, c'est déjà quand même pas rien. Alors, j'en sais modestement quelque chose. Alors, je ne suis pas scientifique et je ne me comparerai pas à Tesla, vous pensez bien. Mais j'ai la faiblesse, puisque j'ai une petite caboche, de prendre beaucoup de notes dans mes lectures, ce qui me permet possiblement de vous livrer des vidéos qui semblent en tout cas vous intéresser, et puis vous produire surtout des livres un petit peu plus fouillés, parce que j'ai davantage de temps. Et je peux vous dire que déjà, un carnet de 250 pages, c'est quand même, pour prendre toutes ces notes, ça prend un temps infini, il faut être très méthodique, donc c'est quand même pas rien, et il y a des heures passées là-dessus, même quand on s'appelle Tesla, et même moi-même quand je recopie des notes, ou quand j'ai certaines pensées qui me traversent, avant de bien les écrire, de les modéliser pour les garder en mémoire, ça prend quand même du temps, donc c'est quand même pas rien, puis c'est volumineux, 250 pages pour un carnet. D'accord? Il y en avait plusieurs. Bon. Alors bien sûr, depuis, il y a beaucoup de fantasmes autour de ça, sur ce que John Trump aurait vraiment découvert. Il y a plusieurs théories. John Trump, dit la première théorie, aurait identifié des technologies exploitables militairement, mais les aurait gardées secrètes et transmises dans la famille Trump jusqu'au Donald en question. Notamment le projet HARP, les recherches sur les armes à énergie dirigée, et puis les technologies furtives de brouillage électromagnétique qui intéressent beaucoup les sous-marins, notamment les sonars, ce genre de choses. Je vous rappelle au passage, si vous l'ignorez, que la découverte, si l'on peut dire, du four micro-ondes, vous savez, c'est une erreur à la base. Ça a été découvert par des essais qui ont été faits sur un radar surpuissant à énergie dirigée. Il se trouvait qu'il y avait un des expérimentateurs qui était un militaire qui avait dans sa poche un petit bonbon, comme ça se faisait beaucoup dans les années 50. Et sans le faire exprès, en positionnant son radar, il a coupé le flux d'une micro-onde, donc ELF, on appelle ça Extra Low Frequency, et le bonbon qu'il avait dans la poche, alors qu'il était à distance, pouf, s'est liquéfié et a commencé à mettre le feu. C'est comme ça qu'on a découvert que les micro-ondes peuvent réchauffer. Qu'est-ce qui est réchauffé? En fait, il y a eu une analyse ensuite du bonbon. Ce qui a été réchauffé, c'est les molécules d'eau. Et c'est pour ça que les molécules d'eau, quand vous faites des plats cuisinés ou que vous réchauffez ça, c'est en fait des micro-ondes qui vont réveiller l'eau contenue dedans. Enfin, je vous dis ça. Bon, bref, poursuivons, pardon, je m'égare. Alors, les découvertes sur l'énergie libre, ça c'est une seconde hypothèse, auraient été jugées trop déstabilisantes pour l'ordre économique mondial d'après-guerre. Avec le pétrole qui devenait une ressource stratégique clé, l'énergie libre représentait une menace existentielle, donc il fallait garder le concept, mais ne pas le mettre en avant. Et puis certains défenseurs de John Trump suggérèrent qu'il n'a peut-être pas compris les concepts les plus avancés de Tesla, particulièrement ceux concernant
transmission résonante, des concepts qui défiaient la physique classique de l'époque, mais qui aujourd'hui, eh bien, semblent aller dans un sens tout à fait prometteur. Alors venons-en maintenant à Donald Trump. Donald Trump a mentionné, c'est vrai, à plusieurs reprises, que son oncle John était, je le cite, un super génie qui avait examiné les papiers de Tesla et lui en avait parlé. Selon Trump, son oncle lui aurait confié que Tesla était sous-estimé et que certaines de ses idées étaient incroyables. Alors John Trump aurait transmis à sa famille, notamment au père de Donald, Fred Trump, des informations provenant directement des travaux de Tesla. Certains brevets ou concepts de Tesla auraient pu inspirer des développements ultérieurs dans les affaires gravitant autour de la famille Trump, particulièrement dans les télécommunications et l'électronique. Et quand vous regardez dans quelle direction la famille Trump a investi, quand même assez curieux que ça tourne, alors pas uniquement, hein, mais ça tourne quand même sur des développements postérieurs. Donald Trump aurait eu accès à des informations privilégiées sur les capacités technologiques réelles héritées de Tesla, expliquant certaines de ses déclarations sur les technologies avancées. Alors, il y a encore des documents qui sont classifiés. Aujourd'hui encore, malgré la déclassification partielle de 2016, de nombreux documents de Tesla n'ont pas été rendus publics. Pourquoi ? Le FBI affirme avoir transmis tous les papiers au musée Nikola Tesla de Belgrade, mais les inventaires montrent des manquements très très importants. Alors ce qui reste ou resterait potentiellement caché dans ces notes, alors là c'est peut-être une extrapolation, hein, des détails complets et complexes sur la transmission, la vectorisation de l'énergie sans fil, une sorte de Wi-Fi si vous voulez. Des calculs sur l'exploitation de l'énergie atmosphérique, c'est les frictions dont je vous parlais entre la ionosphère et l'atmosphère. Le fameux rayon de la mort, donc c'est-à-dire c'est une micro-onde calibrée d'une certaine manière pour atteindre, alors ça a été développé, on appelle ça malheureusement des ondes très très particulières. On a vu des camions, vous voyez, qui projettent ce genre de choses. Ça vient directement des travaux de Tesla. Et puis il y a aussi, alors ça, je ne sais pas si je peux vous en parler, des armes psychotroniques qui allient en plus une dimension psychologique et une fréquence vibratoire. Les neurosciences savent ça très très bien. Je ne peux pas trop en parler ici. Bref. Donc, je vous rappelle que Tesla n'est pas le seul à avoir eu une vie comme ça et être menacé. Je vous rappelle aussi aux États-Unis Stanley Meyer et sa voiture à eau, qui est mort de façon suspecte en 1998 parce que lui, il a voulu parler, contrairement au Français qui a trouvé la même chose et qui, lui, prend son chèque et se tait. Il y a aussi Eugène Malov qui a réalisé la fusion froide. Et lui, il aurait été assassiné en 2004. Oh, il aurait glissé d'un balcon. C'est fou ce que c'est glissant, hein. Il y a aussi John Bendini, et puis des moteurs à énergie libre. Alors lui, on l'a fait passer pour fou. C'est un fou dingue, enfin un type, un marginal, quoi, bien sûr. Sauf que, si vous avez la curiosité de vous intéresser à ce monsieur, John Bendini, si vous parlez un petit peu l'anglais, écoutez, c'est un petit peu comme, vous savez, celui qui porte le même nom que moi, Jean-Pierre Petit, hein. Vous savez, sur le projet Janus, si vous avez la capacité de comprendre un petit peu ses théories sur Janus, et puis sur ce qu'il disait sur les races humides, hein, vous savez, les humaux, hein, non, pas les humoroïdes, hein, je plaisante, mais c'est très très intéressant. Bref, il faut aller voir ça. Et puis il y a aussi Thomas-Henri Moret, et puis son dispositif d'énergie radiante, qui captait, en fait, de rien, il captait dans l'ionosphère une énergie qu'il polarisait, ça faisait de la chaleur. Sans rien, hein. Il y avait juste, si vous voulez, il fallait juste générer l'alimentation du moteur, enfin de la pompe, on va dire. Hein, une sorte de pompe à chaleur, un peu plus dédiée. Alors lui, son laboratoire a pris feu, il y a eu un deuxième laboratoire, ça a pris feu aussi. C'est curieux quand même, comme on peut glisser, comme il y a des combustions spontanées, comme ça, vous ne trouvez pas? Alors, donc tout ça pour vous dire que il y a pas mal de questions qui demeurent. Si les technologies de Tesla ne fonctionnaient pas,
Pourquoi alors continuer de conserver tous ces documents depuis plus de 80 ans? Si la valeur militaire est encore plus pertinente, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas des choses plus différentes? Bon. Donc, l'énergie libre est-elle possible? Parce que, évidemment, vous pensez bien qu'on nous fait passer ça pour une vaste élucubration, c'est du n'importe quoi, etc. Mais si vous vous intéressez à pas mal de sujets, je vous invite à aller un petit peu voir les travaux notamment de Stanislas Grof, si vous connaissez. Rupert Sheldrake aussi a travaillé dessus. Il y a pas mal de choses à l'heure actuelle qui reviennent en force grâce à la fameuse théorie des quanta. Et donc, si vous voulez, il ne faut pas considérer que cette histoire avec Tesla, c'est forcément une mise en scène. Pour moi, il y a véritablement des choses qui sont tout à fait justes, mais qui sont évidemment retenues. Alors, d'aucuns prétendent que Donald Trump aurait, gros conditionnel, aurait dans la besace l'intention de rendre public les travaux de Nikola Tesla et surtout de mettre à disposition, alors ce serait simplement pour les États-Unis, eh bien de la fameuse énergie libre. Il y a un autre Tesla qui s'intéresse à ça, ça n'est pas Nikola Tesla, mais c'est le créateur de Tesla, à savoir Elon Musk, qui lui eh bien, verrait d'un très bon œil cette énergie libre pour alimenter ses voitures, ses robots, toutes ses productions. Alors, je ne sais pas si je l'ai mis au conditionnel, je n'affirme rien, mais si vous voulez, il y a quand même, quand on voit ce qui se passe à la Silicon Valley, quand on voit les axes de recherche, le développement de la robotique, non seulement par Tesla, mais également côté asiatique, tout ceci fait du sens. Et je pense que nous entendrons parler, dans les quelques années à venir, des travaux de Tesla. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre des tonnes de petits pouces en l'air, à la booster, à la liker et à la partager. Et je vous retrouverai la semaine prochaine avec une autre histoire, peut-être même qui fera un lien avec Nicolas, non pas un autre Nicolas, mais Saint Nicolas, parce que nous entrons dans la période effectivement de Noël. N'en déplaise à ceux qui veulent bannir de notre vocabulaire ce mot ô combien magique. Voilà les amis, à bientôt.